Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Salut Isabelle. Bonjour Mario. Début ce matin de ce moyen de pression, on l'avait annoncé il y a une couple de semaines, là, des médecins spécialistes. Je reste comme perplexe, incertain parce que... De l'effet? Ben, c'est parce que certains nous disent qu'il n'y en aura pas d'effet. Les médecins disent c'est pas grave. Ben, c'est parce que aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 20% des nouveaux rendez-vous qui ne passent pas par le CRDS. Fait que c'est donc, bon 80% passaient. Oui, exactement. Donc, non, en fait, 20% passent par le CRDS, c'est ça. Et bref... Écoute, ce que les médecins disent, ça aura peu d'impact. Même, ils dénoncent le CRDS. Ils disent que ça marche pas, que c'est pour ça que la majorité des rendez-vous ne passent pas par là, parce qu'ils sont obligés d'utiliser le fax, puis sont obligés d'y aller par d'autres méthodes. Ça fait longtemps qu'ils dénoncent ce système-là, qui est un système centralisé de prise de rendez-vous, entre autres pour avoir accès à des spécialistes. Ils disent souvent, on n'est pas capable, nous, avec cette méthode-là maintenant, on n'est pas capable de savoir si le patient a vraiment besoin de nous voir ou pas. Puis des fois, ils disent, le patient ne devrait même pas nous arriver. Ça devrait être un autre médecin ou un autre... C'est parce pour être au CRDS, il a été référé par un omnipraticien. Oui, mais des fois, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui doit intervenir. Ouais. Écoute, c'est les arguments de la FMSQ qui continuent de dire que ce n'est pas un enjeu, cette négociation de salaire. Moi, depuis le début, je pense que c'est quand même un des grands éléments du fait que ça achoppe depuis le début. Et là, on en est, tu sais, je faisais des petits calculs rapides. Il y a 11 000 médecins spécialistes au Québec. L'offre du gouvernement, c'est 11 %. Ils ont l'air d'être vraiment barrés à 11 %. Les spécialistes, eux, semblent être barrés à 14,5 parce que c'est leur nouvelle référence depuis que les omnipraticiens ont eu cette augmentation de salaire-là. Donc, là, on est à 3,5 % du bonheur. La marge, c'est ça. La bonne vieille méthode on va couper la poire en deux, on est à 1,75. Alors, tu rajoutes, ça voudrait dire, est-ce qu'on peut s'entendre à 12,75? Ce qui est quand même énorme, parce que quand tu calcules, ce qui fait que, tu sais, sur un salaire de 100 000 c'est un pourcentage, mais sur un gros montant. Là. Sur un 100 000 tu dis, bon, ça fait 12 000 par année. Sur 550 000, qui est considéré comme étant le salaire moyen d'un médecin spécialiste au Québec, eux ne sont pas d'accord avec cette affirmation. C'est celle qui est prise d'une étude des HEC qui a fait tous les comparatifs et qui a aussi quand même inclus ce qu'on appelle la notion de coût de la vie. Est-ce qu'un médecin spécialiste ici gagne par rapport à un médecin qui travaille en Ontario, en Alberta ou à Vancouver? Ce serait 550 parce que le coût de la vie est moins cher. Si tu appliques ton 12,75 sur ce montant-là, tu donnes 63 000 d'augmentation. Exact. Mais c'est quoi? C'est 20 000 $ de différence. Là. On est à 20 000 $. Sauf que ce 20 000-là, étant donné que c'est des gros montants, c'est quand même un quart de milliard, je vais y arriver, c'est 220 millions. Un quart de milliard qu'on consentirait aux médecins spécialistes. Mais je pense qu'on en est là. En échange de quoi? C'est toujours ça la question. Moi, je pense plus que de services? Moi, je pense que non. Je pense que ça va être en échange de leur bonheur. Là. En échange du fait qu'ils sont d'accord pour continuer, puis qu'ils peut-être ils mettent l'épaule à l'art ou plus. Puis en échange de leur bonne foi, de leur bonne volonté. Moi, je pense que ça va être en échange de rien, Mario. Je veux dire, c'est ça. Est-ce qu'on veut ça pour continuer? C'est ça qu'ils nous disent. Toi, tu comprends quoi? Tu penses-tu qu'on va avoir plus de services? Que je comprends. Moi, je pense qu'à cette étape-ci, puis tu vas dire c'est un raisonnement politique peut-être simpliste, moi, je pense que François Legault ne veut pas régler. Ah, c'est qui veut payer ça? Sur le plan personnel, là, il a été accusé d'avoir réglé à rabais là, plus des conventions du secteur public, d'avoir tout donné aux syndicats, d'avoir tout donné aux médecins omnipraticiens. Puis là, il veut pas partir avec, mettons, dans sa dernière semaine ou ses 2 dernières semaines, il a tout donné aux spécialistes aussi. Fait que je pense qu'il est à l'étape qu'il va laisser ça à son successeur. Il a tout donné aux omnis. Oui, c'est possible qu'il veuille payer ça par en avant. Toujours. Écoute, dans quelques... ça va être le budget d'Éric Girard. Qu'est-ce qu'il a prévu, Éric Girard, d'après toi? C'est quoi le chiffre qu'il a mis dans son budget? Il l'a budgété. Là. Mais il va le cacher, le chiffre. Tu penses qu'on saura il va le camoufler, là. Ben, normalement, il l'a calculé. Il va pas dévoiler oui, mais il ne va pas dévoiler ses cartes. Non, d'accord, mais le chiffre est là pareil. Oui, c'est ça. Et surtout quand tu regardes que c'est la Une journal du Devoir, 50 000 personnes de plus qui sont en attente pour un IRM, pour une résonance... C'est pas une affaire de médecin, c'est une affaire de technologue. Parce qu'on manque de technologues, entre autres. Mais je pense qu'il y a une affaire d'organisation. Moi, je pense qu'il y a une affaire d'organisation des soins. Là. Essaye d'avoir... C'est mon article en fin de semaine. J'avais le cas de M. Aloui qui, lui, est allé se faire un IRM
au privé, 550$, au lieu d'y aller puis d'attendre un an au public. Je veux dire, ça en est là. Alors, tu dis, tu sais, on va-tu avoir plus de soins? On va-tu moins attendre? Non. La santé est devenue un luxe au Québec. C'est malheureux. Tu as de l'argent, tant mieux pour toi. Tu es plus chanceux que les autres qui attendent. C'est ça que ça veut dire. Ouais. L'assassin du dépanneur du plateau Mont-Royal. Je parlais plus tôt dans l'émission avec Pierre-Hugues Boisvenu. Je pense qu'il est révolté comme beaucoup de... Je pense que beaucoup de citoyens québécois sont révoltés. Là. Complètement, parce qu'on savait que cet homme-là, la Commission des libérations conditionnelles l'avait dit, en 2016, au sujet de ce gars-là, qui, donc, 10 ans plus tard, a assassiné une autre personne. Il avait dit, si on vous laisse aller, vous allez recommencer. Vous allez recommencer. Mais l'enjeu de base, moi, j'ai pas compris en lisant tout son dossier au gars qui, visiblement, a des gros symptômes de psychopathe, là. Parce que quand tu tords le cou des lapins et que tu veux tuer des chats, c'est des gestes pas normal, violents extrêmes. C'est pas juste des cas de santé mentale, sincèrement. Mais c'est surtout qu'il a eu 7 ans de prison pour un meurtre. On a considéré qu'il avait... Qui a passé comme homicide involontaire. Comment il a réussi à obtenir ça? Je sais pas comment ça se peut. Ça, c'est l'autre enjeu. C'est comment ça se fait qu'on donne ce type de sentence à partir du moment où tu as tué quelqu'un. Dans ce cas-ci, c'est une altercation, dit-on. La femme se serait interposée. On ne sait pas. Là, c'est elle qui a été tuée. Puis c'est elle qui est morte. Donc, c'était non prémédité. Il ne l'aurait pas prémédité. Mais ce gars-là, avant ça, avait quand même eu aussi d'autres antécédents avec des couteaux. Je veux dire, c'est un gars qui se balade avec des couteaux. Puis son couteau, il veut tout le temps s'en servir contre un humain ou même un animal. Alors, c'est définitivement quelqu'un qui doit être soit dans une institution psychiatrique ou soit en prison pour les méfaits qu'il a commis. Mais tu sais, regarde, il y a une autre histoire qui me préoccupe beaucoup ces temps-ci. Tu as entendu parler de Stéphanie Meunier. Elle a tué un petit garçon de 4 ans, le petit Jérémy. Elle a eu... Ça, c'était prémédité. C'est une mégère, une marâtre. Il paraît que ce petit garçon-là, il y avait des équipes... Écoute, son corps, les gens qui l'ont vu avait pas de mots. C'est à vomir. C'est la petite fille de Granby, c'est Aurore, l'enfant martyr. Ça arrive encore. Elle a eu 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant. Je tombe en prison à vie, pas libération avant 25 ans. Mais tu apprends que depuis, là, ça fait 17 ans qu'elle est en prison, elle veut la clause de la dernière chance. Clause qui a été annulée en 2011. Mais elle, comme son crime a été connu avant, elle est encore admissible à cette clause de la deuxième chance. Puis là, elle aurait eu, moi, ce qui me fait sauter, depuis les dernières années, la Commission de libération conditionnelle lui a permis 300 sorties avec escorte. Il y avait quelqu'un apparemment qui était avec elle, j'espère. Mais ça fait 300 fois que cette meurtrière qui a battu à mort un petit garçon de 4 ans va prendre une marche dehors. Mais je veux dire, c'est quoi? La prison, c'est pour freiner ta liberté. Tu tues quelqu'un, tu ne peux plus sortir avec les autres humains. C'est ça ta punition. Mais si on te donne 300 fois, pas une, pas deux, 300 fois, moi sincèrement, celle-là, il faut qu'on me l'explique. Ben là, il faudra qu'on nous explique aussi comment la Commission de libération conditionnelle dit dans son rapport, nous, là, ce qu'on a comme information de la police, c'est que si on vous ressort, vous allez tuer. Fait qu'on vous ressort. Mais il a fait son temps. Ah ouais. Il a fait son temps. Merci Isabelle. Merci.